Super. Alors, bonsoir une fois de plus et bonjour. Tout dépend, comme je l'ai dit tantôt, du lieu où vous trouvez. Vous êtes là, certainement venu suivre cette conférence annuelle du laboratoire de recherche Pauline Vocal Laboratory, qui est un laboratoire spécialisé dans tout ce qui tourne autour de l'oralité, plus précisément sur la voix. Et chaque mois, le laboratoire invite un spécialiste du domaine de l'oralité ou de la voix qui vient s'exprimer sur un aspect particulier de ses recherches. Ce mois particulièrement, nous recevons un jeune chercheur camerounais, Franck Mayou, qui est titulaire d'environ 3 masters. Si je ne me trompe pas, le dernier, il a obtenu à l'Université Senghor Alexandrie, qui est opérateur direct de la francophonie. Un master durant lequel il a certainement amélioré ses capacités en management des industries culturelles et créatives ou alors du patrimoine culturel. Il est actuellement le président de Patrimoine sans frontières, qui est une association. Si je me trompe, il aura l'opportunité de revenir sur mes propos. Et cofondateur d'une organisation nommée souvent l'ONDOP. Et l'ONDOP, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, il s'agit d'un tissu très prisé dans la région de l'ouest du Cameroun. Et je me dis que peut-être l'occasion fera le larron. Avec l'inscription du VET au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut-être l'ONDOP suivra, Fram nous le dira où ils en sont avec la procédure d'inscription. Mais aujourd'hui, il vient pas nous parler d'une DOP, certainement. Il vient nous parler de toute autre chose, de la voix comme moyen de transmission de la mémoire ancestrale et de la spiritualité dans certains groupes du Cameroun. Je ne ferai pas de commentaires sur le résumé de sa présentation et je préfère que, une fois sa présentation faite, que nous revenions sur elle afin de poser des questions pour mieux comprendre le sujet. Je ne suis que le modérateur de cette séance et je ne vais pas garder la parole pour longtemps. J'invite Monsieur Franck Mayou à bien vouloir prendre la parole. Franck, désormais, le public t'écoute et voilà, nous sommes suspendus, je dirais, à ta conférence et à ta voix. Exactement. Merci bien, professeur Narcisse. Voilà, il faut situer les choses telles qu'elles sont. C'est un réel plaisir pour moi vraiment c'est un honneur même d'être invité dans ce labo qui traite de la voix. Et voilà, j'aimerais un peu dire quelque chose sur moi ou alors sur mon parcours. Donc, je réponds au nom de Kemayou Franck. Je suis bien africain d'origine camerounaise. J'aime bien cette formule-là. Donc, j'ai une réelle passion. Je veux dire, j'ai un parcours dont la passion pour la culture, le tourisme a réellement façonné. Je suis titulaire de 3 masters, comme tu l'as bien dit. J'ai un master d'abord en gestion du patrimoine culturel et musée, et muséologie. Ensuite, un master en histoire des civilisations. Et tout récemment, un autre master en management des entreprises culturelles obtenu à l'Université Senghor Alexandrie en Égypte. Donc, mon engagement est réellement dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, réellement. Donc, et c'est même ce qui m'a motivé à aller faire le management des entreprises culturelles parce que j'essayais de voir comment est-ce que ce patrimoine culturel que nous sauvegardons peut aujourd'hui, à l'aide de la mondialisation, retrouver une valeur économique. Comment est-ce qu'on peut avoir des retombées économiques sur le patrimoine sans toutefois le dénaturer, perdre sa valeur intrinsèque. C'est un réel challenge. Donc, c'est un peu ce qui m'a motivé parce que nous ne sommes plus dans la dimension du patrimoine de sauvegarder pour sauvegarder, mais réellement avec les industries culturelles et créatives, il y a ce volet-là qui est un volet rentabilisation. Donc, je suis également président de l'association Patrimoine, l'association internationale Patrimoine sans frontières, qui vise, n'est-ce pas, la préservation, la sauvegarde du patrimoine culturel à une échelle beaucoup plus africaine. Elle part du Cameroun, bien sûr, et elle s'étend un peu plus à l'Afrique. Je suis également cofondateur de l'association Sauvons le Ndop. Sauvons le Ndop, c'est beaucoup plus spécifique parce que c'est une association
qui gère ou alors qui traite spécifiquement des questions liées au NDOP, c'est-à-dire à sa sauvegarde, à sa transmission, puisque lorsqu'on parle du NDOP, on est réellement dans le patrimoine culturel et matériel, c'est du savoir-faire. Il faut le sauvegarder par la transmission du savoir-faire à la jeune génération. Il faut, n'est-ce pas, des techniques de sauvegarde, les enregistrements et bien d'autres choses. Et quand je parle d'enregistrement, je fais un clin d'œil aussi à la voix, parce que l'un des moyens de sauvegarder, voilà, l'un des moyens de capter l'héritage culturel à travers la voix aujourd'hui, c'est à travers des enregistrements qui ont été faits il y a de cela quelques années. Donc, actuellement, je peux dire que j'opère comme consultant dans ces domaines-là, dans le domaine du patrimoine culturel et des musées, et bon, aussi dans le management des entreprises culturelles. Voilà un peu à quel niveau je me situe en préparant, bien sûr, une thèse de doctorat. Je suis encore en train de chercher de quel côté je vais la faire, cette thèse de doctorat-là, mais je suis véritablement dans cette lancée-là. Pour revenir au sujet qui nous réunit ce soir, c'est bien sûr, je partage mon écran. Voilà. C'est ça la voix dans la musique traditionnelle africaine, la musique traditionnelle camerounaise, comme le moyen, le moyen de, ou alors la voix comme étant la voix de la mémoire ancestrale. Donc, c'est-à-dire la voix VOX comme étant la voix VOIE de la transmission, ou alors voilà, de la transmission de la mémoire ancestrale, de la spiritualité. En réalité, je vais montrer à travers cette communication comment est-ce que la musique traditionnelle camerounaise nous donne accès, disons ça ainsi, à la mémoire ancestrale et à la spiritualité ancestrale. Comment est-ce qu'on parle de notre musique traditionnelle pour avoir accès à cette mémoire ancestrale aujourd'hui? Voilà un peu le nœud de cette communication. Donc, en guise d'introduction, non, je dirais que en guise d'introduction, voilà. Voilà, je dirais que la voix dans la musique traditionnelle, la voix dans la musique africaine n'est pas simplement un outil sonore. Elle est une mémoire vivante, un canal sacré par lequel les ancêtres parlent, les ancêtres pleurent, les ancêtres enseignent et bénissent. En Afrique et particulièrement au Cameroun, la voix est au cœur des traditions orales, des rituels et des expressions artistiques. La voix est omniprésente dans les cérémonies de naissance, de mariage, de funérailles et dans les rites d'initiation. Elle incarne l'âme collective, transmet les récits fondateurs et relie les vivants aux esprits. La voix est également utilisée pour invoquer les ancêtres, pour bénir les enfants ou encore pour transmettre les lois coutumières. Les chants rituels, les lamentations et les récitations de proverbes sont autant de formes vocales qui perpétuent la sagesse ancestrale. Et dans ce contexte, donc, nos musiques camerounaises, disons-le ainsi, révèlent une richesse vocale qui dépasse la simple musicalité pour devenir un vecteur de spiritualité et de savoir et d'identité. Dans la musique africaine, la voix occupe donc une place prééminente, bien plus que tout autre instrument. Francis Bébé, que nous connaissions tous, qui est disons, un musicologue camerounais de renommée, a dit, je cite, de tous les instruments de musique, la voix est celui dont le noir d'Afrique se sert le plus. Je répète, de tous les instruments de musique, la voix est celui dont le noir d'Afrique se sert le plus. Et avec une proportion écrasante, bien sûr, de morceaux chantés par rapport aux pièces purement instrumentales. Et cette primauté s'explique par le rôle central de l'oralité. Et Francis ne me démentira pas, lui qui est un spécialiste dans le domaine, le rôle central de l'oralité dans les sociétés africaines. Parce que la voix n'est pas seulement le moyen d'expression esthétique, mais un vecteur de transmission des savoirs, d'histoire et des valeurs. Donc, elle est donc la voix, VOIE, des ancêtres, un canal direct par lequel les esprits des défunts communiquent avec les vivants, expérimentent lors des rituels pour guider, protéger et rappeler l'importance de nos traditions. Au Cameroun, nous avons plus de 250 ethnies et cette dimension est d'autant plus importante, cette dimension spirituelle de la voix, parce qu'elle se manifeste avec une réelle immensité. Dans beaucoup d'ethnies camerounaises,
nous allons le voir. La voix a véritablement cette dimension, je dirais, seconde, ou alors cette dimension beaucoup plus spirituelle que esthétique. Comme hypothèse de recherche, comme question de recherche ou problématique, il s'agit ici de déterminer comment est-ce que la voix humaine, à travers les chants, les cris rituels et les incantations, devient-elle un moyen de transmission de la mémoire ancestrale de la spiritualité. Et comme hypothèse, on dirait que dans la musique traditionnelle camerounaise, la voix n'est pas qu'un instrument ou un procédé esthétique, elle est un lien sacré entre le monde matériel et le monde ancestral. Elle porte une énergie vitale, réactive la mémoire et sert de médiatrice spirituelle. Parlons maintenant du cadre théorique qui nous a, en fait, qui encadre ou alors qui nous a dirigé durant ce travail de recherche. Nous avons beaucoup lu ou alors nous avons beaucoup parcouru les travaux d'un ethnomusicologue appelé Sima Aram. Si le docteur Gino est dans la salle, sûrement il pourra nous dire quelque chose sur les travaux de ce grand ethnomusicologue. Notons donc que Sima Aram est ce monsieur-là qui a fait vraiment des travaux sur la polyphonie pygmée en Afrique centrale et ses recherches ont révélé la complexité rythmique et la fonction sociale de la voix dans les sociétés d'Afrique centrale. Donc, il souligne que le timbre, la nasalité et les modulations vocales sont souvent empreints de significations rituelles et identitaires. Il y a également des enregistrements il a également fait beaucoup d'enregistrements, Aaron, sur la polyphonie des pygmées en Afrique centrale. Nous avons également Francis Bébé. Francis Bébé, qui, dans son ouvrage Africa is a Song, met l'accent sur les dimensions poétiques, philosophiques et spirituelles de la voix africaine. Donc, Francis Bébé, lui, selon lui, l'étude de la musique est un fait social total, indissociable de la vie quotidienne. Et c'est ainsi que donc, dans le cadre de ces travaux, la voix joue un rôle essentiel. Elle ne se limite pas à la mélodie, elle véhicule la parole, l'histoire et la spiritualité. Et bien sûr, les travaux de Gérard Kubik. Gérard Kubik qui considère les systèmes musicaux africains comme des langages codés véhiculant la mémoire et la structure sociale. Voilà un peu les différentes approches anthropologiques, à mon sens, qui considèrent la musique comme un langage des ancêtres et s'inscrit dans la philosophie africaine de la vitalité sonore, selon laquelle la voix porte une force vitale ou capable d'agir sur les plans physiques et métaphysiques. Commençons donc, entrons réellement dans le vif en parlant de la voix comme instrument culturel et rituel. Commençons par le rôle de la voix dans les traditions camerounaises, ou alors commençons par la fonction sociale et rituelle de la voix. Disons que dans les sociétés camerounaises, la voix est omniprésente dans les cérémonies de naissance, de mariage et de funérailles. Ce sont les grands temps de la vie humaine, c'est-à-dire la naissance, euh, le mariage et les funérailles. Voilà les grands moments de la vie de l'homme sur le plan anthropologique. Et dans la société camerounaise particulièrement, la voix est omniprésente dans toutes les cérémonies autour de ces trois grands moments. Et aussi dans les rites d'initiation. Donc la voix est utilisée pour invoquer les ancêtres, bénir les enfants ou encore transmettre les lois coutumières. Donc, nous avons des chants rituels lors des initiations à l'ouest chez les Bamileke, que ce soit chez les Fang, ou alors même au nord, il y a des chants rituels lors des initiations. Nous avons des lamentations et des récitations de proverbes qui sont autant de moments où la voix prend forme et devient au-delà du sonore, véritablement un moment de communication avec les ancêtres. Nous avons donc chez les Bamileke les funérailles. Chez les femmes, nous avons le Mvet, qui est véritablement un moment où la parole est un moment
transmission, je veux dire un moment comment je vais dire ça, un moment de communication, véritablement, parce que ce sont des initiations ésotériques. Chez les Bakweri, du côté du sud-ouest, il y a également ces rituels maritimes qui sont des dialogues avec les esprits de l'eau. On l'observe également lors du Ngondo, où la voix dans les incantations n'est pas de la musique, mais véritablement des moments de communication avec le monde de l'au-delà. Et chez les Mboro également, du côté du nord, il y a également cette communication-là chez les femmes, on le verra. J'ai répertorié quelques enregistrements sonores qui vont nous remettre dans ces moments importants de la communication ancestrale durant ces moments particuliers. Donc, chez les Sawa, je le disais, lors du Ngundu, nous avons ces incantations vocales. Chez les Pygmées, Baka ou Bagili, nous avons les polyphonies qui ont été largement documentées par Sima Aron. Et ces polyphonies vocales créent un tapis sonore répétitif qui induit un état de conscience modifié. Donc, c'est des moments de transe vocale nécessaires pour ouvrir la forêt, pour permettre aux esprits de se manifester lors des rites de chasse ou alors même des rites de guérison. Et nous avons les chants de griots dans le nord, je l'ai dit, qui narrent des généalogies et des exploits des lignées royales. Et enfin, nous avons les chants traditionnels chez les Bamileke, chez les Bichi, les moments d'initiation, des funérailles, qui sont où la musicalité des langues renforce la fluidité entre la parole et le chant, le sens et l'émotion, conférant à la voix une puissance au-delà du sonore. Parlons à présent de la voix archive. La voix archive, c'est-à-dire le réceptacle de la mémoire. Dans les contextes où l'écriture est absente, la voix devient le principal vecteur de transmission culturelle. Elle perpétue les récits fondateurs, les mythes cosmogoniques, les généalogies et les savoirs rituels. Elle constitue une archive vivante, une mémoire incarnée. Donc, la voix est, dans ce cadre-ci, dans le cadre de la voix archive, la voix est un médium spirituel. Et selon les traditions orales, chanter, c'est invoquer. Le chant actif, le chant active la présence des ancêtres. Il y a des chants où, véritablement, lorsqu'on commence à les réciter, il y a une sorte de présence ancestrale à ce moment-là, souvent à travers des esprits. Et il y a en muséologie, on parle de la musicothérapie, exactement, c'est le terme que je cherchais. Il y a la musicothérapie où on se sert de la musique pour soigner. Très souvent, c'est avec lors des récits, lors des incantations. Et dans la plupart des cas, il y a des chants qui font appel à certains esprits ou alors qui font appel véritablement à une certaine présence ancestrale au moment où le chant est chanté ou alors au moment où la parole est donnée. Chez les Mboro, par exemple, il y a les chants gourdos qui servent à renforcer l'unité du clan et à ravir les valeurs féminines par les ancêtres. Cette spiritualité vocale renforce l'idée que la musique est indissociable du sacré. Et dans certaines traditions aussi camerounaises, chanter, c'est invoquer des forces invisibles. Nous l'avons dit, il y a des musiques que lorsque même tu l'écoutes à la maison, véritablement, tu sens une présence. Il y a même des musiques qui sont interdites d'être chantées par certaines personnes, qui sont réservées à une classe de personnes initiatives parce que ces musiques ou ces chants-là font appel à d'autres, voilà, à un monde véritablement invisible. Donc, nous allons suivre à présent donc quelques... Oh, désolé. Donc, nous allons suivre à présent quelques extraits sonores. Nous allons commencer par le chant polyphonique chez les Baka et les Bagili, qui a longuement étudié par Aaron, qui révélait, je le disais, une organisation complexe basée sur l'interaction vocale, la synchronisation rythmique. Ensuite, on ira un peu plus dans le nord, la région du nord Cameroun, où on verra les chants des griots qui font office d'archives vivantes
latin, les généalogies et les épopées royales. Et enfin, on finira à l'ouest. Voilà, dans le Grand Sud, disons-le ainsi, où on verra quelques extraits sonores qui présentent chacun des timbres, des modes et des fonctions rituelles distinctes. On va commencer avec celui-ci. Voilà cet extrait que nous venons d'écouter, par exemple, je l'ai eu sur le site Archive. C'est un site sur lequel des enregistrements sonores ont été faits par des ethnomusicologues en Afrique centrale, des ethnomusicologues européens qui sont venus en Afrique mener des études. Et ce chant, précisément, est un chant pygmée, Baka, qui a été enregistré par Arom. Et dans la description de la musique, il précise que c'est un chant qu'il a enregistré au moment où il y avait une cérémonie de guérison. Donc, il y avait une guérison traditionnelle et ce chant a été exécuté à cette occasion-là, chez les pygmées de l'Afrique centrale. Donc, on comprend donc à travers le son, cette polyphonie, que le chant ici n'est pas n'est pas esthétique, elle n'a pas une valeur esthétique, elle a plutôt une valeur beaucoup plus spirituelle qui convoque, n'est-ce pas, des esprits ou alors qui met en communication le monde visible avec le monde invisible. Maintenant, nous allons aller plus dans la région du Nord pour écouter un autre chant qui, voilà, également nous transcende, n'est-ce pas, du monde visible vers le monde invisible. Voilà, arrêtons-nous ici. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes loin d'une musique de boîte de nuit ici. Nous sommes
véritablement en plein dans une incantation où le chant dépasse, comme je le disais, la simple dimension esthétique pour véritablement créer ce lien-là avec le monde des esprits. Nous allons donc poursuivre avec cet autre, je crois, c'est à l'ouest du Cameroun. Voilà. Et ceci, voilà, dans le cas des deux derniers extraits, il s'agit des funérailles. Le dernier précisément, c'est à l'ouest Cameroun, parce que le langage est celui le chant est en Medjumba, qui est ma langue, et je comprends très bien ce qui est dit. Les mots, en réalité, ne font appel à des forces extérieures. En fait, c'est des pleurs faisant appel à des forces extérieures demandant de recevoir le défunt et que voilà, c'est une grosse perte et que nous souhaitons que là où il va, il puisse avoir, voilà, qu'il puisse être bien accueilli un peu un peu ce genre de choses. Nous comprenons que la chanson ici, c'est un message adressé à qui? Bien sûr aux ancêtres.
c'est un message, c'est une réelle communication qu'il y a entre les personnes à ce moment précis-là, des funérailles où où le chant est exécuté, qui communique avec le monde extérieur, d'où nous comprenons donc, comme je l'ai dit précédemment, dans la plupart ou alors dans beaucoup de musiques traditionnelles ou alors des musiques folkloriques, voilà, pour quitter un peu la dimension ethnique ou le socle fermé, parce que lorsqu'on parle de musique folklorique, c'est la déportation de la musique traditionnelle pour les scènes. C'est en ce moment-là qu'on parle de musique folklorique, mais lorsqu'elle est exécutée dans des cadres véritablement naturels ou restreints, elle aborde le nom de musique traditionnelle. Donc voilà un peu des moments où la musique, je le disais, traditionnelle, euh, va au-delà de la dimension acoustique pour véritablement entrer dans une phase secondaire, une phase de communication avec le monde invisible. Donc, j'ai mis ces liens ici là pour montrer où est-ce que j'ai extrait ces musiques. Et je rappelle que ce sont des musiques qui ont été enregistrées dans les années pré-indépendantes, dans les années 1957. Ce sont des musiques que je les ai prises sur ce site-ci, archive.org, détail musique du Cameroun. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous allez avoir accès véritablement à des musiques des musiques qui ont été enregistrées des années avant l'indépendance par les premiers ethnomusicologues venus au Cameroun qui ont enregistré ces musiques-là et qui, voilà, aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir accès à ces musiques-là qui ont été enregistrées il y a de très longs moments. Et aussi également sur YouTube, c'est la chaîne YouTube de Archive, archive.org. Vous pouvez également avoir accès à ces musiques-là qui montrent véritablement que la musique dans nos différentes ethnies vont au-delà de la musicalité. Donc, la musique, pour résumer ce que ce que nous venons d'écouter, elle sert pour la plupart à, à faire une connexion avec les ancêtres. Elle sert également dans les cérémonies rituelles et les chants. Et elle a un impact émotionnel et thérapeutique. Nous l'avons vu avec la polyphonie Baka, où le son a été enregistré véritablement à un moment de guérison et le chant qui a été exécuté était un chant initiatique. Maintenant, nous tirons à la fin et abordons les transformations contemporaines. La musique traditionnelle aujourd'hui camerounaise n'est pas figée. Malheureusement, c'est ça l'immatériel, le patrimoine culturel immatériel. Il est dynamique, il avance, et la musique traditionnelle ne fait pas exception. Donc, elle évolue, elle se transforme, elle s'hybride. Et aujourd'hui, nous avons des genres modernes comme le bikoussi, le makossa, le ndjan, l'afrobeat, qui intègrent des éléments musicaux ou alors des éléments vocaux traditionnels. Lorsqu'on écoute par exemple un artiste comme Phil Bill qui est à l'écran, lorsqu'on écoute ces morceaux, ou même lorsqu'on écoute les chants de Gino Sisson, qui voilà, fait l'honneur de m'inviter dans ce laboratoire, nous avons toujours ces interférences-là avec nos chants traditionnels. Ils essayent de garder comment je vais dire, ce patrimoine. Ils essayent de l'intégrer aujourd'hui dans les musiques dites modernes. Il y a également il y a ce substrat traditionnel qu'on peut percevoir et qui participe à rendre, comment je vais dire, à actualiser, à rendre vivant nos musiques traditionnelles. Bon, et c'est ça le dynamisme du patrimoine culturel et matériel. Un patrimoine qui est comme une roue, roule en amassant en amassant sur son passage des éléments de son temps. Aujourd'hui, donc, c'est un peu ça la musique traditionnelle camerounaise. Il y a cette évolution-là. Nous sommes aujourd'hui dans la dimension folklorique parce que aujourd'hui, elle est quittée dans les cadres fermés, les cadres initiatiques pour se déporter sur la scène. Voilà, on a plusieurs exemples au Cameroun. On a, que ce soit à l'est, à l'ouest, il y a plusieurs artistes qui déportent nos musiques traditionnelles sur la scène. Et je voudrais donc relever cet aspect contemporain, cet aspect de transformation, cet aspect de dynamisme du patrimoine culturel et matériel. Donc, en conclusion, je dirais que la musique traditionnelle camerounaise, dans la musique traditionnelle camerounaise, la voix est à la fois un instrument de musique, Francis Bébé l'a dit, une archive vivante et un canal spirituel, dont elle incarne dans la continuité,
Elle incarne la continuité entre les vivants et les ancêtres, le passé et le présent, l'individu et le collectif. Sa préservation et sa valorisation sont essentielles à la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel du Cameroun. Aujourd'hui, Narcisse le disait, qui est de plus en plus reconnu au niveau de l'UNESCO, en faisant, n'est-ce pas, un clin d'œil à tout le travail que le ministère des Arts et de la Culture fait en partenariat avec le bureau régional de l'UNESCO de l'Afrique centrale pour faire du Cameroun aujourd'hui, je dirais, la locomotive pour ce qui est de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel au niveau international. Nous avons aujourd'hui, le Cameroun a aujourd'hui quatre éléments immatériels inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Nous avons le Ngôn, qui a été inscrit, je crois, en 2023. Nous avons le Ngondo qui a été inscrit en 2024. Et cette année, en 2025, nous avons le Mvet Oyen qui a été inscrit en partage avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Et nous avons le Gourdo qui a été inscrit en partage avec le Tchad. Donc, je crois que le Cameroun est l'unique actuellement, l'unique pays en Afrique centrale qui a le plus grand nombre d'éléments culturels immatériels inscrits ou alors sauvegardés du côté de l'UNESCO. C'était tout pour ma présentation, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Et voilà, si vous avez des questions, on pourrait essayer d'échanger ensemble. Merci bien. Alors, merci beaucoup, Franck, pour cette belle prestation. Et c'est toutes ces données que tu viens de partager avec nous. Et donc, j'ai des questions certainement, mais je ne saurais monopoliser la parole. Je préfère donner déjà l'occasion à nos différents membres qui nous écoutent, personnes qui nous écoutent, de poser des questions si elles en ont. Juste après, je pourrais aussi poser les miennes. Est-ce que les personnes connectées ici présentes ont quelques questions à poser à notre spécialiste du patrimoine? Vous savez, la phase des questions est autant pour importante que la phase de présentation, car c'est grâce à ces questions-là qu'on peut davantage cerner les contours des différentes articulations du propos du conférencier. Peut-être en attendant que quelqu'un se signale, soit en levant la main ou en mettant juste son micro ouvert. J'aimerais savoir, j'ai très bien saisi et très bien écouté Franck, et étant donné que c'est un domaine que je ne dirais pas que mais que je côtoie un peu, j'aimerais peut-être pour la gouverne et des gens qui nous écoutent de par le monde, préciser que lorsque tu parles des funérailles, je peux me tromper aussi, hein, à l'ouest du Cameroun, si on dit à un Français funérailles, il comprend funérailles, mais est-ce que c'est la même réalité lorsqu'on dit funérailles à l'ouest du Cameroun? Ce n'est pas l'objet de la présentation, mais peut-être, je dit, peut-être cette nuance-là, cette cérémonie-là qui vient après le deuil, parce que chez nous, on fait la différence entre le deuil et le funérail, si je peux me tromper. Pourtant, les funérailles, c'est quand quelqu'un décède, par exemple, en France, on dit funérailles, c'est quand la personne est décédée, et ce n'est pas le même contexte. Et du coup, peut-être c'était quelque chose que j'aimerais partager, mais, et la voix, j'aimerais poser une question. Oui. Alors, je ne suis pas aussi spécialiste de la voix que le docteur Gino Sitson, mais étant donné qu'on parle de la voix et la transmission du patrimoine ancestral, est-ce que cette voix-là a aussi des tonalités différentes qui pourraient traduire ou donner des informations particulières? Étant donné qu'on parle de musique, j'entends souvent dire des sons aigus, des voix basses et tout ceci qui sont interprétés et qui ont une charge émotionnelle et sémantique avérée. Est-ce que c'est le cas avec la voix du côté ancestral? Est-ce que lorsqu'elle est prononcée par un dignitaire, par un chef, est-ce qu'il y a un ton? Est-ce qu'il y a une manière? Est-ce que tous ces éléments-là peuvent être aussi visibles? C'est ma toute première question. Oui, merci pour cette question, Narcisse. Et comme tu l'as dit, véritablement, c'est une question à laquelle je ne pourrais répondre avec autorité, parce que c'est une question qui rentre véritablement dans la musicologie, dans l'étude de la musique. Donc, c'est le docteur Gino qui pourrait se prononcer là-dessus, parce que moi, j'ai abordé un volet beaucoup plus anthropologique. Donc, dans la plupart des cérémonies, il y a une différenciation au niveau des voix. Parce qu'il y a des cérémonies qui sont où les incantations, alors la voix est portée par des femmes. Je ne saurais dire si elle était portée par des hommes, à ce moment précis, elle aurait le même effet. Je ne saurais me prononcer dessus, mais c'est un héritage. Donc c'est ainsi que nous le recevons aujourd'hui.
Donc, il a été conçu ainsi par nos dévanciers, par nos ancêtres. Ils ont cette cérémonie-là, dans sa jeunesse, a été portée par les femmes, peut-être pour plusieurs raisons dont je ne saurais répondre véritablement. Mais toujours est-il que il y a des cérémonies castées qui sont propres à des hommes, où le vocal est porté par des hommes, je dirais ainsi, le vocal est porté par des femmes, et certainement le vocal est porté par des enfants qui ont subi une initiation, et ils sont au devant de la scène. Je dirais par exemple, euh, dans, dans certaines cérémonies initiatiques, à l'Ouest Cameroun par exemple, il y a des, 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 des rituels dont le vocal est porté par des enfants, ou alors le début, autant pour moi, du rituel, le vocal est fait par les enfants. Est-ce que si on changeait la personne à ce moment-là, est-ce qu'on se retrouverait, comme on dirait dans le cadre de la linguistique, dans un nul et non avenu, c'est-à-dire les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait l'effectivité de l'action cherchée. Peut-être, je n'en sais rien. Peut-être l'enfant à ce moment-là est la personne habilitée ou alors est l'élément qu'il faut à ce moment précis pour qu'il puisse avoir osmose, pour que effectivement l'objectif recherché puisse effectivement avoir lieu. Et je pense que peut-être si on le change, on met une autre personne, ce ne serait pas le cas. Déjà que au niveau des personnes, lorsqu'on rentre dans le volet initiatique, nous savons très bien que il y a un castage. C'est pas n'importe qui. Il y a des personnes habilitées à le faire de par leur rôle ou alors de par leur position, peut-être au niveau de la famille, au niveau de la chefferie. Il y a beaucoup de choses que c'est l'aîné, par exemple, de la famille qui le fait. On dit non, il faut que ce soit l'aîné. Ou alors des choses, on dit non, il faut que ce soit la première fille qui le fasse dans nos traditions. Pourquoi c'est la première fille? Parce que c'est elle qui remplit la condition de félicité. C'est elle, la personne qu'il faut pour que le but recherché puisse être atteint. Si on met une autre personne, ce serait un peu comme quelqu'un disait, faire baptiser quelqu'un par un militaire à l'église. Le militaire n'est pas la personne appropriée. Il faut un homme d'église pour qu'on puisse dire que le baptême a été consommé. Voilà ce que je répondrai. D'accord, merci beaucoup. Et donc, je vois Madame Bahanak, genre, a levé la main. J'ai d'autres questions, mais je préfère honneur à la dame qui a levé la main. Madame, vous ouvrez votre micro, vous posez votre question, à l'intervenant. Merci. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je signale que je suis avec le bébé, donc vous aurez à entendre de temps en temps sa Sa voix. voix, voilà. C'est intéressant. Voilà. Donc, c'est que mon intervention sera, je ne sais pas si je vais mettre ça dans le cadre d'une question, mais plus une sorte de contribution à ce que je viens de suivre. Déjà, merci au docteur Dino d'avoir pensé à ces séminaires qui sont très enrichissants. Merci également à Monsieur Kemayou, j'espère que je prononce bien, Oui, pour ça. sa présentation. Merci. Parce que je dois dire que j'ai appris, j'ai appris. J'ai fait un travail de recherche, un master qui a plus une valeur anthropologique, si on peut dire ça comme ça. Mais Hmm. pour moi, les sciences se rencontrent. C'est pour cela qu'on arrive à être de différentes disciplines et Oui, assister à des séminaires qui ont des sujets plus ou moins, comment dire ça, qui se complètent. Voilà. Donc, mon travail s'intitulait Art musical et recréation du monde dans l'univers culturel écan. C'était une étude oui, anthropologique, comme je disais. Donc, je suis vraiment au cœur de mon sujet de recherche que je compte d'ailleurs améliorer avec un travail un peu plus approfondi. Donc, déjà, je dis merci parce que en écoutant les enregistrements,
j'étais très contente parce que j'ai effectivement eu connaissance des travaux de Monsieur Simha Arom, mais je n'avais pas eu accès aux enregistrements même. Donc, ça m'a Hmm. fait du bien d'avoir ces extraits et d'avoir aussi les extraits des autres, on peut dire des autres aires culturelles. Hmm. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a amené encore à réfléchir sur le travail que je suis en train de faire. Donc, merci encore. Et je viens confirmer que la voix n'est pas, c'est quelque chose de très fort dans la culture africaine en général et camerounaise en particulier, comme on est sur le sujet de la culture camerounaise. Les, Avant même d'arriver au niveau de la culture africaine spécifique, quand on prend les différentes cosmogonies de création du monde, sur la création du monde, on se rend compte que le son est à la base de la création de l'univers. Il a fallu, si on prend la théorie scientifique, c'est le Big Bang. Le Big Bang signifie une explosion, quelque chose qui a fait du bruit. Si on prend la Bible, il a fallu que cet être qui était là, qui vivait dans un monde, dans un espace, un néant, il a fallu qu'il prononce quelque chose pour que le monde existe. Donc, si on prend, en fait, si on regarde la majorité de ces cosmogonies-là, il y a un son à la base. Lorsqu'on regarde également la création du monde selon l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique qu'on connaît, on va se rendre compte qu'il y a aussi un son. Lorsqu'on parle du néant, j'oublie juste le mot, excusez-moi, j'oublie le mot qui qualifiait ce néant-là, le nom qui qualifiait ce néant. Il a fallu un bruit, il a fallu quelque chose qui est un son. Ça veut dire que la parole, la voix est primordiale. Elle est primordiale. Le chant ou la musique sont des continuités de de la voix. Pendant une de nos séances de travail à l'école, un de nos enseignants nous a dit que c'est quoi la technologie? La technologie, en fait, c'est ce que l'humain a mis en place pour améliorer ses capacités naturelles. Donc, on a créé les instruments de musique parce que la voix chantée n'arrivait pas à faire certaines choses. Hmm. Mais quoi qu'on dise, la voix reste le tout premier instrument de musique. La voix est au centre de tout. Et lorsqu'il s'agit de bénir, lorsqu'il s'agit de fructifier, lorsqu'il s'agit de détruire également, la voix joue un rôle primordial. Et vraiment, je, je trouve que une seule, comment dire ça? Pour parler de ce sujet, une seule séance comme celle-ci ne serait même pas suffisante parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, c'est vraiment cette petite contribution pour ne pas monopoliser la parole. Parce que je crois que je pourrais parler encore et encore, poser des questions à n'en plus finir. Mais vraiment, c'est cette petite contribution que je voulais ajouter ce soir. Merci beaucoup, Madame Barnac. Elle est petite mais profonde, donc il ne s'agit pas tant. Vous êtes humble en le disant. Vous avez parlé de la voix, de son importance, la preuve, le bébé qui crie là, lorsqu'il est né, les médecins attendaient, qu'est-ce qu'ils attendaient en premier lieu? Son cri, sa voix. Donc, au commencement même de la vie, c'est la voix. Je ne vous contredirai pas. Et lorsqu'on regarde dans la cosmogonie des peuples femmes, sur le vers sur lequel j'ai eu à travailler, par exemple, et donc, il a mentionné effectivement, la voix y est pour beaucoup. Les capacités mnémoniques de ces orateurs sont très développés. Ça me permet peut-être, s'il n'y a plus une autre question, de relancer Franck sur une autre question. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, justifierait peut-être ces capacités mnémoniques assez développées? Peut-être, est-ce que tu as une réponse? Oui, on dit c'est de la voix, mais on remarque aussi que nous parlons là d'une oralité primaire si l'on se focalise sur la classification faite par Walter Hong en 1952 lorsqu'il distinguait l'oralité primaire et l'oralité secondaire. Et lorsqu'on parle de l'oralité ou tout au moins la voix et la spiritualité ou tout au moins la mémoire ancestrale, on est dans cette première catégorie. Mais qu'est-ce qui, selon toi, peut justifier ces capacités mnémoniques tellement développées? Est-ce que tu as pu rencontrer, je sais que tu as eu aussi à écouter enregistrer, est-ce que tu as eu des réponses? Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est,
et peut-être ce n'est pas le sujet, mais vous aviez dit valoriser le patrimoine culturel sans le dénaturaliser. Il est vrai, l'UNESCO disait que la culture n'est pas un objet marchand, mais c'est un débat de plus en plus. Mais penses-tu vraiment qu'on peut valoriser un patrimoine culturel sans le dénaturiser? Et surtout si on veut tirer des gains économiques, parce que la valorisation peut prendre d'autres formes. Mais lorsqu'on veut en faire un objet marchand, est-ce qu'on peut vraiment ne pas le dénaturer? Oui, voilà. Merci beaucoup pour la question. Bon, véritablement, pour la première question, je vais être honnête, c'est compliqué. C'est compliqué de donner une réponse parce que pour donner cette réponse, il faudrait véritablement faire un travail de terrain appuyé. Il faudrait rencontrer les chantres traditionnels là pour savoir un peu comment est-ce que ça se passe, sur quoi, pourquoi, comment se fait la désignation, est-ce qu'il y a un travail qui est fait avant les séances proprement dites de live, dirons-le ainsi, parce que ce sont des lives. Est-ce qu'il y a des séances de préparation avant le live? Peut-être, je ne sais pas. Moi, véritablement, je n'ai pas eu à assister à une cérémonie, disons, initiatique. J'ai eu à assister à des funérailles, des deuxièmes funérailles pour revenir, pour être plus À la précis. nuance, oui, parce que Voilà, pour assister à des qui deuxièmes est une funérailles. partie plus festive après un deuil, après Exactement, des années, oui, parce que, ouais. exactement. Qui est une partie festive, qui est véritablement, je vais dire, la cérémonie de revoir. Parce que, disons-le ainsi, les funérailles ont une portée très forte sur le plan symbolique. C'est un moment, c'est une cérémonie d'adieu, véritablement, aux défunts. Mhm. Parce que si on regarde les différentes étapes du deuil en Afrique ou au Cameroun particulièrement, euh, le deuil est échelonné. Le deuil est échelonné. Et le bye-bye final, véritablement, c'est le funérail. Donc, c'est à ce moment où on dit on oublie le défunt. Il a vraiment rejoint la sphère ancestrale et il faut passer à autre chose. Mais avant cela, vous verrez, on est toujours dans des lamentations. On est toujours dans les lamentations. C'est au funérail qu'on désigne ou qu'on arrête l'héritier pour la plupart du temps. C'est-à-dire, on a donné, le défunt a trouvé un substitut. C'est-à-dire qu'il part, mais il revit à travers une autre personne. Donc, et la vie peut continuer parce que la personne qui était morte, en réalité, elle reprend vie, en quelque sorte. C'est ce cycle-là. Elle reprend vie à travers son héritier qui est désigné. Et voilà, le cycle de la vie continue. Donc, d'où l'importance de ce rituel, je veux dire, de ces rituels lors des funérailles. Cela porte une plus grande importance lorsqu'il s'agit des dignitaires euh, traditionnels. Et je n'ai pas, pour ma part, assisté à des rituels vraiment des dignitaires. J'ai eu assisté à des secondes funérailles dans des familles, mais l'aspect intimité est toujours réservé. Il y a un aspect spectacle qui est un peu ouvert là, mais l'aspect traditionnel, beaucoup plus réservé. Il faut avoir, je ne sais pas, l'honneur ou alors le privilège de pénétrer ce cercle très fermé pour avoir certaines réponses dont je ne peux pas les avoir présentement. Maintenant, on va aller sur un domaine qui me touche, je dirais, en plein lucarne, parce que c'est un domaine qui est mien précisément, savoir est-ce que le patrimoine culturel peut être rentabilisé sans être dénaturé. Ça, c'est un gros challenge. Je vais pas te mentir, Narcisse, c'est un challenge. Donc, c'est pas une question dont la réponse peut être péremptoire. Dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Disons, elle est beaucoup plus nuancée parce que euh, il y a des éléments du patrimoine véritablement qui ne peuvent pas, pas qui ne peuvent pas, dont on a encore des difficultés à le rentabiliser sans le dénaturer. Mais il y en a d'autres, véritablement, qu'on arrive à le faire beaucoup plus aisément. Donc, ce dont on arrive à le faire beaucoup plus aisément, c'est vraiment le matériel, le patrimoine matériel et tout ce qu'il comporte. Mais lorsqu'on rentre dans l'immatériel, il y a une réelle difficulté. Il y a une réelle difficulté parce que si je prends le cas, par exemple, du NDOP, dont je suis un spécialiste, ou des autres tissus culturels,
Les rentabiliser sans le dénaturer, c'est une question très difficile. On essaie encore de on essaie de trouver la formule, je dirais la formule magique. Pour le NDOP, qui est un domaine dont je connais particulièrement, aujourd'hui, les, les études, les études ont prouvé, et moi j'en ai fait, j'ai des articles dessus, qu'il y a une dimension euh, profane et une dimension spirituelle sur d'une DOP. Donc, la dimension profane, elle est la conception, c'est-à-dire elle est la conception matérielle. C'est cette dimension profane. Et Donc, Franck, je ne te coupe pas sur le DOP, ce n'est pas le sujet, mais parce que il n'y a pas que ça, vous avez aussi cité la modernité de ces traditions orales-là, certains artistes essaient d'adapter aussi. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans la valorisation de la voix ancestrale? C'est où je voudrais, je sais que le DOP t'intéresse oui, tellement, mais oui, il n'y a oui, pas d'autre. oui, Oui. oui, Ouais. oui. Non, c'est vrai. En fait, je te disais qu'il y a des domaines où c'est vraiment difficile, où c'est D'accord. très difficile parce que aujourd'hui, si tu te rappelles, il y a eu un film qui a été tourné à l'Ouest à une époque. Bon, on dit un film à la session de Wambo Défaut, qui était un film, bon, c'était véritablement pas un film, on pourrait dire un documentaire, qui a été tourné dans une chefferie à l'Ouest et qui a dévoilé au monde entier des aspects qui étaient beaucoup plus cachés. L'affaire a fait grand écho à l'époque parce que les dignités sont offusquées, que non, on ne peut pas tout présenter au nom du cinéma. C'est pas parce qu'on est dans du cinéma qu'on va tout présenter. Donc, tu vois dans cette difficulté au niveau des industries culturelles et créatives parce que c'est de ça qu'il s'agit. Partir du patrimoine pour la rentabilisation, on quitte le domaine de la sauvegarde pour tomber dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc, il y a donc cette difficulté-là d'adaptation parce que très souvent, l'âme l'âme meurt, ou alors l'âme du bien, si on veut si on veut l'exposer, si on veut le vendre, tel qu'il est, tel qu'il est naturel, tel qu'il est fait de façon primaire, on sera obligé de le dénaturer. Ça, c'est clair. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut trouver des mécanismes. Et même sur ces mécanismes-là, je ne vais pas te mentir, des conservateurs s'y opposent. Parce qu'il y a des courants, il y a des conservateurs, tradition, mais il y a des personnes qui sont, je dirais, des modérés ou des évolués, entre guillemets, pour qui il y a cet espace-là. C'est possible parce que, en même temps, euh, l'époque que nous vivons nous impose une réalité. C'est que le patrimoine, nous sommes à l'ère de la mondialisation et nous sommes à l'ère du marché. La mondialisation, c'est un marché où tout le monde y va avec ses éléments de culture. Si tu y vas bras ballants, tu vas forcément acheter à ce marché ce qui a été vendu là et tu vas le ramener chez toi. Donc, pour aller à ce marché, n'est pas être un simple achetant, il faut aller avec quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu dois donc aller avec au marché de la mondialisation? Quel est l'élément qui va faire ta particularité? Quand les Américains viennent avec le jean, les Chinois viennent avec toutes ces choses, nous, qu'est-ce qu'on ira au marché? Qu'est-ce qu'on ira vendre? Est-ce qu'on va donc aller vendre tout au prix de l'argent ou alors on va donc cacher certaines choses? C'est là la difficulté. Mais on trouve des mécanismes. Pour parler de la voix, aujourd'hui, là, je vais te prendre euh, des exemples au niveau de la musique, au niveau de comment je vais dire ça, au niveau du son, il y a les adaptations, il y a des adaptations sonores qui plus ou moins ressemblent au traditionnel, mais ce n'est pas le cas. Il y a des adaptations sonores, il y a des adaptations, voilà, sur le plan de la scénographie. Donc, on fait par exemple une cérémonie dans un clip vidéo, disons-le ainsi, il faut faire une cérémonie de mariage traditionnel. Quels sont les éléments qui sont présentés pendant cette scénographie de clip? Il y a des substitutions qu'on peut apposer. Par exemple, on peut apposer, je dirais, dans
dans nos cultures, c'est du vin blanc. Dans le clip, on peut prendre un jus. Dans nos cultures, c'est dans la corne du bœuf. Dans le clip, on peut prendre du verre. On essaie de trouver des substituts pour donner à celui qui regarde l'idée. Voilà un peu ce qui se passe. C'est avec ces différents stratagèmes-là qu'on essaye. Mais si on veut véritablement euh, exposer, je dirais ça ainsi, on va dénaturer. D'accord, merci. Madame Barnac aurait la main. Est-ce que c'est l'ancienne main ou est-ce que le Non, bébé, la voix du bébé a encore chuchoté une autre question intéressante? Non, c'est la nouvelle main. D'accord. Il est vrai, on va quand même rester dans 1 heure. On a commencé à arrêter, on va combler d'ici 15, on va arrêter. Mais bon, vous avez encore la parole. Voilà. Ok, d'accord. Je vais juste rebondir sur la dernière préoccupation que vous-même venez de soulever. Parce que c'est vrai, je suis anthropologue, mais je suis également artiste. Je suis artiste musicienne. Je suis également Oh, directrice d'une d'une marque d'accessoires. Et dans notre structure, nous travaillons beaucoup avec les matériaux locaux, notamment le raffia, le godopop dont il parlait tout à l'heure. Et donc, toutes ces questions, en fait, m'interpellent. Et effectivement, la question de... Pour revenir d'abord sur la première préoccupation, j'ai échangé avec une dame qui est de la chefferie et elle m'expliquait que généralement, ça c'est sur la première préoccupation que vous avez posée, hein, comme il y en avait deux, elle expliquait que lorsqu'on voit les cérémonies au grand jour, ce qu'on vient présenter au grand jour, en fait, c'est plus, comment dire ça, c'est plus le spectacle, comme c'est la parade. ce que Mario le disait voilà, tout à l'heure. En réalité, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est profond a déjà été fait quand nous, on ne voyait pas, en fait. Et généralement, c'est la nuit, parce que la nuit, on n'a pas beaucoup de trafic. C'est vraiment les personnes initiées qui savent comment ça se passe. Mais généralement, ce qu'on vient faire en plein jour n'est vraiment que la parade. Et, et on en a encore parlé plus récemment lorsqu'il y avait la cérémonie d'investiture du récent président gabonais. Et on a vu tout ce qu'ils ont fait pendant l'investiture, mais en réalité, les vraies choses s'étaient déjà passées derrière. Ça, c'est juste pour confirmer un peu ce que M. Kemayo disait, sans être déjà allé véritablement discuter avec eux. Moi, personnellement, en ayant échangé avec une dame, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ça reste à confirmer parce que ça, c'est juste un témoignage. Il en faut beaucoup pour pouvoir véritablement dire que c'est comme ça que ça se passe. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, concernant maintenant la dénaturation, c'est un réel problème, effectivement, parce que je prends le cas, là, je reste dans la musique en général, je passe pas directement sur la voix, mais dans la musique, je joue au balafon. Et en m'intéressant au balafon, j'ai constaté qu'il y a un balafon qui est plus moderne, qu'on appelle le balafon chromatique. Ce balafon est très intéressant parce qu'il permet de jouer un très grand nombre de musiques, contrairement au balafon diatonique traditionnel que nous avons. Celui qui a vraiment les notes qui correspondent à notre si on peut appeler ça comme ça, notre gamme de chants. Mais maintenant, avec ce nouveau balafon, moi, j'ai eu peur, hein, entre guillemets, et je me suis dit, OK, si on fait le balafon qui ressemble au piano, est-ce qu'on ne va pas perdre quelque chose? Tout le monde va vouloir jouer tous les types de musique, tous les types de musique, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on ne va pas perdre l'essence même de ce que représente le balafon? Et ça, c'est vraiment la grande question. La grande question, c'est aussi que sur le plan de la musique, par exemple, est-ce qu'on doit automatiquement s'aligner sur la théorie musicale occidentale? Ça aussi, c'est un problème. Parce que une fois, je discutais justement avec le docteur Juno Titson et il m'a fait remarquer quelque chose parce que quand on écoutait plus jeune, quand on écoutait certaines musiques de l'Ouest, j'entendais les gens dire que non, ils ne chantent pas dans la gamme et tout. Et il me fait remarquer quelque chose. Il dit, mais peut-être que ce n'est pas un problème de gamme. Peut-être que c'est juste un problème de mode.
parce qu'il y a ce qu'on appelle les modes de musique. C'est-à-dire, quand vous allez chez les Arabes, ils ont un mode qui fait que quand on écoute la musique arabe, on sait que c'est eux. Et ça ne respecte pas forcément les codes de la théorie musicale occidentale. Quand on va en Inde, par exemple, ils ont encore une autre manière de faire la musique avec que parfois on a l'impression que si on est sous le prisme de la musique occidentale, on va dire peut-être qu'ils dégament ou ils ne chantent pas bien. Ou alors, par exemple, quand on écoutait les Pygmées tout à l'heure, quand on écoute les rythmes, on peut avoir l'impression que mais il y a pas de logique dans la manière de donner le rythme. C'est quoi cette façon? Est-ce que c'est correct? On fait comment? Peut-être. En fait, tout ça, c'est un problème. Maintenant, quand on est dans ce milieu de la mondialisation, c'est très dangereux parce que la mondialisation nous amène où? Est-ce qu'on doit s'aligner et on s'aligne même sur quoi? On s'aligne sur qui? Ça, c'est vraiment un gros problème et ça peut faire, je pense, l'objet de tout un débat à part, quoi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup, Madame Barnard. De toute évidence, il y a matière à dire et à redire. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, généralement, tourner sur 1 heure de temps, là, on a atteint notre... Mais comme le docteur Gino vient de se connecter, il a une question certainement. Je lui donne la parole afin qu'il puisse effectivement soit en dire ou poser des questions à Franck. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup de me donner la parole, Dr Narcisse Pomecon. Et merci à Laro, et vraiment à à Franck Kemayou pour ce magnifique topic, comme on dit ça, ce sujet qu'il a présenté aujourd'hui. J'ai suivi brièvement, malheureusement, j'avais un contretemps, donc j'ai pas pu vous suivre de bout en bout. Et c'est merveilleux. J'ai suivi l'intervention de Madame Bernard Ndior, Laro, donc, qui est une brillante anthropologue, qui dit des choses très pertinentes, en tout cas, parce qu'en fait, c'est la méconnaissance de euh, des modes que nous avons, que nous utilisons dans nos musiques qui fait que on a un a priori favorable ou défavorable sur ce qu'on entend, quoi. C'est-à-dire que c'est fondamental. Et puis, aussi, elle a ajouté quelque chose que j'ai écouté brièvement, pardonnez-moi. Je suis dans une situation privée assez compliquée en ce moment, mais c'est pour ça que je n'étais pas là au début. Je n'ai pas pu assister entièrement au programme topic. C'était que si nous voulons nous ajouter, nous arrimer à ce qui existe déjà, et on peut dénaturer notre musique en fait. On doit comprendre d'abord les codes, les fondamentaux de notre musique, comprendre d'abord comment elle fonctionne, surtout, avant de pouvoir espérer ou bien se projeter vers d'autres univers, en fait. Si on n'a pas là, I mean, comment dire en anglais, if you're not really grounded, si on n'a pas de fondation, de connaissance véritable de ce que nous faisons, comment pouvons-nous aller loin? Donc, j'ai eu ces discussions avec plusieurs personnes qui me parlaient parfois, qui se moquaient de moi. Je vais parler de ma vie privée un peu, parce que j'étais croyant catholique chrétien. Ils me disent, mais toi, tu es catholique chrétien, mais tu ne connais pas le truc. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que c'est que le catholicisme, les origines, l'histoire derrière? Ça n'a rien à voir avec peut-être la musique ou bien le sujet de Franck. Euh, mais ce qui est essentiel pour nous, c'est rentrer dans le moule, de comprendre véritablement euh, les sujets que nous abordons, en fait. Et c'est cette passion qui nous anime, en tout cas, Dr Fonvoka ne me dira pas le contraire, je crois. On a eu des temps de discuter pas mal de cela pendant des journées entières, tu vois. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais ce qui est passionnant, c'est surtout de, d'avoir la passion, mais de mettre de côté l'émotion. L'émotion est là. Nous sommes des scientifiques, tous ici réunis. Nous sommes là pour expliquer et expliciter et rentrer dans les contours, définir les contours même de la musique, même de la musique en tout cas. Moi, je parle prêche pour ma chapelle, par exemple, en tant que musicologue ou ethnomusicologue, où vraiment il faut qu'on comprenne ce que signifie telle ou telle chose. La sémiologie musicale nous incite à avoir ce discours-là aussi, avoir les discours de la compréhension du sens même de la pratique musicale, le sens de tout ce que nous faisons quoi, dans la musique, que ce soit dans
dans nos différentes, comment dirais-je, euh, démarches, j'allais dire. Et ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un que la reconnaît très bien, que Madame Bahanak Dior connaît, un musicien qu'on l'a rencontré à Douala. Et je disais, mais on a le déficit dans notre communauté, c'est surtout que nous fonctionnons beaucoup à l'émotion et nous refusons de réfléchir, en fait. Le refus de réfléchir, comme elle a si bien expliqué, c'est un enfermement, en fait. C'est un handicap. C'est le refus d'exister, de prospérer, d'avancer. Parce que si on ne réfléchit pas sur les détails, on peut avoir une intervention quelconque et dire que voilà, c'est ça. C'est pas le dogme, en fait. La science, pour moi, c'est pas le dogme. En tout cas, c'est des choses qui évoluent, qui sont dynamiques, qui nous permettent d'avoir pas un formatage, c'est-à-dire une consistance, une forme de rondeur dans l'appréciation de la chose qui est devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que ça signifie? Poser toutes les questions essentielles. Quoi, comment, pourquoi, pour qui, par qui, et avec qui? Toutes les questions qui sont fondamentales, qui nous paraissent peut-être banales parfois, mais je n'ai pas tout suivi, hein, malheureusement. Donc, je dis seulement, c'est pour accompagner un peu son discours et puis pour appuyer l'approche, le sujet qui a été soumis à notre réflexion et dire que voilà non, tout simplement. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. J'ai dit merci et désolé encore de n'avoir pas pu être là aussi avec vous et un peu plus tôt. Donc, je prends le train en marche. Je sais que, voilà, donc, je suis sûr que tout s'est bien passé. Donc, merci, docteur Gino. Là, on a plus d'une heure déjà. Et du coup, je sais pas, Franck, le docteur Gino en a profité pour dire, effectivement, il faut qu'on travaille davantage sur ces sujets, surtout qu'on réfléchisse. On va dire que tu nous as amené dans cette réflexion-là avec ce paradigme ancien, l'évolution et tout, et de manière anthropologique sur la voix comme porteuse de la voix, permettez, cette fois, c'est pas une tautologie, mais disons plutôt une homophonie bien placée, qui est sur la voie des ancêtres, la spiritualité. Donc, je sais pas si le conférencier a encore un dernier mot afin que nous puissions. Alors, est-ce que Franck, tu as quelque chose à ajouter? Et Bon, après ton propos, je crois que sous le contrôle du docteur Gino, nous allons remercier les différents invités et voilà, mettre fin à cette conférence. oui, je dirais simplement, je vais commencer par dire merci. Merci pour l'honneur qui m'a été fait d'être invité à ce laboratoire qui parle de la voix. J'ai pas une grande voix, c'est-à-dire au sens propre ou au sens figuré. J'ai pas une grande voix, donc, mais comme voix, VOIE, je crois que c'est c'est une belle, je veux dire, de rencontres pareilles sont vraiment des moments très précieux où on essaie de réfléchir et vraiment échanger sur cet aspect qui me parle véritablement, le patrimoine culturel, comment est-ce que nos dévanciers ont conçu de façon véritablement, je trouve pas l'épithète véritablement spéciale, la vie, c'est-à-dire même au niveau de l'entertainment, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle l'entertainment aujourd'hui, parce qu'à l'époque, tout avait un sens, c'est-à-dire tout, la musique, on l'a vu, la voix, tous les mots. Quelqu'un me disait, quand j'étais, quelqu'un me disait une fois que, est-ce que tu sais que les orchestres traditionnels que tu vois là, il y a un agencement précis, par exemple. Telle personne ne peut pas commencer ou alors après tel, c'est tel directement. Si après une autre personne, si celui qui a les cascagnettes commence et celui qui a le grand tambour enchaîne ensuite, ça ne va pas donner le son recherché. Donc, cet agencement minutieux est tellement admirable. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau? Donc, et c'est simplement magique et ça nous interpelle, nous autres aussi, qui sommes, qui essayons de réfléchir sur le sujet, sur comment est-ce qu'on peut davantage échanger dessus et voilà, et tirer l'essentiel
de tous ces enseignements qui nous ont été légués par nos dévanciers. Donc, merci vraiment au laboratoire. Merci à toi, Narcisse. Narcisse que je connais vraiment, je ne sais même plus, on dirait depuis Le lustre, quoi. des lustres. Donc, Disons que c'est c'est une ça. rencontre patrimoniale à mettre dans les archives. Ouais, ouais. D'accord. Donc, en tout cas, les brèches sont ouvertes pour approfondir les différents sujets. Et du coup, Monsieur Dino, on peut bien mettre fin là, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Déjà, j'arrête le page.